On dit souvent que les affaires de finances internationales sont trop compliquées. On ne voit jamais le rapport entre les millions qui filent vers les paradis fiscaux et les usines qui ferment en bas de chez nous. Nous allons vous parler de deux sociétés. L'une, Daewoo, mastodonte coréen aux activités multiples, automobiles, hi-fi, banques, électroménager, construction navale et immobilière, a 3 usines en Lorraine. Elle y fait travailler environ 1000 personnes. L'autre, Clearstream, une discrète multinationale de la finance, en emploie le double à Luxembourg. Les téléviseurs de chez Daewoo, les dollars de chez Clearstream, quel rapport ? Dans l'usine de téléviseurs de Famec, les ouvriers viennent d'apprendre qu'on allait supprimer une centaine d'emplois sur les chaînes de montage. Daewoo s'y est installé voici 9 ans et a bénéficié d'importantes aides publiques. Aujourd'hui, Daewoo appartient à la Banque nationale de Corée et aussi à ses créanciers, des banques françaises et étrangères. Je gagne à peu près 5008. Net. Net. C'est vraiment pas énorme. À mon avis, moi, c'est le groupe qui a fait les bénéfices sur notre compte. Non, moi, ce que j'aurais revenu au niveau des bénéfices, c'est que l'année dernière, on nous avait dit s'il y avait du bénéfice que les salariés seraient concernés. On n'a jamais rien vu. Hein. On est bien conditionnés. On nous a fait rentrer dans la boîte en nous disant que vous avez énormément d'aides de ci, de là, et que le jour où ils auraient plus d'aide, peut-être que ça allait fermer. Donc maintenant qu'on vient de nous annoncer 120 suppressions d'emplois, à la limite, tout ça on le savait, ça fait longtemps. Et si nous on le savait, le gouvernement le savait bien avant même que ça s'installe. C'est ça qui est grave, c'est ça qui est... En mars 2001, notre premier film, Les Dissimulateurs, révélait l'existence et le fonctionnement d'une multinationale de la finance basée à Luxembourg, transférant des fonds et des valeurs sur toute la planète. Nous avions en particulier révélé la traçabilité des transactions financières internationales grâce à des sociétés comme Clearstream et à leur système de microfichage très performant. Clearstream, c'est un peu la banque des banques. Elle permet aux professionnels du secteur financier non seulement de s'échanger des valeurs, mais aussi de garantir des prêts et des emprunts. En principe, ces professionnels, ces clients, ce sont des banquiers. Clearstream a été créé par eux et pour eux dans les années 70. À son conseil d'administration siégeaient en 2001 les plus grandes banques de la planète. Clearstream est un outil indispensable, une caisse enregistreuse et une pompe à finances. Ceux qui l'utilisent et qui la dirigent, ce sont les banquiers. Ces mêmes banquiers, on les retrouve actionnaires ou créanciers des multinationales, y compris chez Daewoo. La valeur des papiers valeurs que nous avons dans notre système, qui sont déposés chez nous, c'est 9 trillions. Un trillion, c'est avec 12 zéros d'euros. Lui, c'est le PDG de Clearstream. Nous l'avions interviewé en juillet 2000 pour notre premier documentaire. À l'époque, on ne savait pas tout ce qu'on sait aujourd'hui. Cet entretien est unique. Ensuite, André Lucie n'a plus jamais voulu nous parler, ni parler à aucun journaliste. Bonne journée, au plaisir. À vous aussi, merci beaucoup. Ce n'était pas n'importe qui. Banquier suisse, c'était un des hommes les plus puissants du Luxembourg. Il était le PDG de Clearstream depuis 11 ans, et donc très influent sur la planète financière. Only by trusting each other, it is possible to put this complex machine together and to make it work. Car cette firme, ce n'était pas n'importe quoi non plus. Réécoutons les chiffres. Nous avons 145 millions de transactions, on va voir cette année, ça c'est la première chose. Deuxièmement, la valeur des papiers valeurs que nous avons dans notre système, qui sont déposés chez nous, c'est 9 trillions. Un trillion, c'est avec 12 zéros d'euros. Voyons l'implantation. Si le siège est à Luxembourg, Clearstream transfère des titres et des valeurs pour des milliers de banques et de sociétés financières présentes dans 107 pays, dont un bon tiers sont des paradis fiscaux.
Comment les richesses arrivent-elles vers ces ailleurs plus ou moins exotiques? Clearstream et ses canaux informatiques jouent là un rôle essentiel, de réservoir, mais aussi d'activateur. Mais qui peut être client de la firme? Nous acceptons pas tout le monde comme client. Donc, il faut avoir des banques qui sont bien situées, qui ont une bonne renommée. Donc ce jour-là, André Lucie nous a sorti le baratin d'usage. Vous pouvez être sûr que nous ne traitons pas des affaires avec des banques qui n'ont pas une renommée qui peut être respectée par tout le monde. Or, nous doutions déjà de l'authenticité de ces propos. Des sociétés aussi? Non. Aucune société Non. Non. Ne peut... Non. Clearstream est normalement, historiquement, à l'usage exclusif des banquiers. Or, dans les listes de comptes que nous nous sommes procurées, nous avons trouvé non seulement des banques louches, mais aussi des sociétés offshore, des officines aux noms exotiques, et surtout des multinationales. Parmi cette multitude de sociétés, une surprise. 13 comptes appartenant à Daewoo. Pourquoi? Comment? Nous leur avons posé la question. Ils nous ont écrit que le secret bancaire leur interdisait de nous répondre. Celui qui nous avait aidé à obtenir ces documents très confidentiels est Ernest Bacchus, un des principaux cadres ayant participé à la création de Clearstream dans les années 70. Je suis tout simplement quelqu'un qui en sait dans ce domaine beaucoup plus que ceux qui traînent aujourd'hui dans les activités de ce système. À l'époque, la firme s'appelait Cedel. Il n'y a aucune finesse du système qui m'échappe. D'abord, il faut très vite comprendre de quoi on parle quand on parle d'argent aujourd'hui. L'argent, c'est d'abord des numéros électroniques. Quand un ouvrier, par exemple, de chez Daewoo, reçoit sa paye, elle est virée sur son compte, dans son agence habituelle, au Crédit Lyonnais, à la Banque Populaire ou chez BNP. Ensuite, avec ces fonds, les banquiers, en gros, font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'une banque sinon une vitrine? Et derrière la vitrine, les banques ont des sous-traitants en commun. Ces sous-traitants font circuler les valeurs pour les banques. Ils gèrent en quelque sorte le trafic. Clearstream en est un. C'est un très gros sous-traitant. Plus de 3000 banques et sociétés y ont des comptes. Le boulot de Clearstream consiste donc à recueillir l'argent de ses clients et à organiser l'achat, puis la conservation des titres. Ce travail de stockage des titres est fondamental et rend la firme luxembourgeoise indispensable au bon fonctionnement de la finance internationale. Il y a toujours des papiers valeurs ils sont dans des coffres forts, mais ils sont immobilisés. Entendons-nous bien, cette circulation est en fait une illusion. Les titres restent en place dans les coffres-forts de Clearstream. Seuls les noms des propriétaires de ces titres changent. Que le client de Clearstream soit à Monaco, aux Bahamas ou à New York, il peut, grâce au logiciel de Clearstream, faire voyager virtuellement ses fonds tout en restant chez lui, derrière son ordinateur. On dit de Clearstream qu'elle est une gigantesque chambre de compensation internationale. En anglais, on parle de clearing. Derrière la vitrine officielle de Clearstream, nous avons montré qu'un autre fonctionnement moins avouable existait. Ça sert aussi pour faire des transactions normales, mais ceux qui veulent faire utiliser Clearstream comme la civeuse, ils auront la meilleure civeuse du monde, ça c'est sûr. L'homme qui s'exprime ainsi était un des responsables informatiques de la firme au début des années 90. Si Clearstream est un très bel outil technologique, les dérives que nous avons pu observer font entrevoir une autre possibilité offerte par le système, la dissimulation. On dissimule chez Clearstream l'identité de certains clients. On dissimulerait aussi, selon nos témoins, des transactions. Le 1er mars 2001, grâce aux confidences et aux documents d'anciens salariés,
nous avons jeté 2 gros pavés dans la mare financière. Un livre et un premier documentaire que Clearstream cherchera à faire interdire. Nous l'avions d'ailleurs appelé les dissimulateurs. Cette plongée, ce voyage au pays des banquiers, une fois rendu public, ne fait pas plaisir à tout le monde. Et surtout pas au PDG de Clearstream, André Lucid. In this company, is it CEDEL or is it Deutsche Börse Clearing? Is it Clearstream? Ever has never been involved in any money laundering. Let me just tell you, it's erroneous, it is liable, and it's out of question that this has ever been a practice of the 2 former companies or Clearstream. Let me make that very, very clear. Thank you very much and wish you a good day. C'est un moment clé. Clearstream et son PDG opposent un démenti catégorique à toutes nos révélations. Les journaux sont partagés. La presse luxembourgeoise et le journal Le Monde défendent Clearstream. D'autres titres nous soutiennent. Les médias grand public se contentent de dégager en touche. Trop compliqué. Aucune réaction officielle argumentée à nos révélations, sinon des plaintes en diffamation, intimidantes, orchestrées par un cabinet d'avocats anglais. En France, en Belgique et au Luxembourg. Bien que nos documents ne soient jamais remis en question, les dommages et intérêts demandés sont astronomiques. Pour ce second film, impossible d'obtenir la réaction d'un banquier ou d'un homme politique à Luxembourg. Ici, c'est le siège de l'Association des banques et banquiers luxembourgeois. Lui s'appelle Lucien Thiel, c'est le directeur. C'est un attaché de presse permanent pour le pays. Sa mission est simple, étouffer le scandale. Celui qui l'interroge est un journaliste qui pose les questions à notre place sur ce qui devient l'affaire Clearstream. On suppose que le tout va se terminer en queue de poisson. Mais effectivement, à un certain moment, même les spécialistes se sont dit, mais comment pourrait-on l'utiliser à des fins de blanchiment? Parce qu'on était quand même un peu insécurisé, parce que de toute façon, l'un des 2 auteurs travaillait il y a plus de 20 ans à CEDEL. Alors on s'est dit, mais il devrait savoir quelque chose, mais finalement on a constaté que que sa fonction ne lui a guère permis de voir des choses. Ernest Bacchus était pourtant sous-directeur de la firme à l'époque. Il disposait de la signature A, la plus haute responsabilité dans le monde bancaire. Assez vite, il doit se défendre devant la justice luxembourgeoise. On ne lui pardonne pas d'avoir partagé les petits secrets de son pays avec un étranger. En France, nos révélations sont suffisamment explosives pour que 20 jours après la publication de notre enquête, la mission parlementaire sur la délinquance financière s'empare de nos découvertes et nous convoque à l'Assemblée. Un même poste-titre, le matin, appartenait à une banque de New York, était vendu à Francfort, à Sydney, à Hong Kong, à Singapour, il y a Johannesburg, il y avait Francfort, il y avait Londres, il y avait Copenhague, et tout ça dans une journée. Et maintenant, revenez à la situation avant clearing et imaginez que le trajet qu'aurait pris ce poste sans le système de clearing, il aurait pris au moins 1 an. A priori, cette liste, elle est disponible pour qui? Les membres du conseil d'administration? Non. Même pas. Cette liste, c'est grâce à Ernest. Ernest étant l'inventeur du système, il connaît toutes les procédures informatiques pour avoir accès à l'intérieur du système. Donc c'est une liste interne qu'on a récupérée, enfin qu'on n'a pas volée, mais qu'on nous a confiée parce que justement, sans doute, les gens qui nous l'ont confiée étaient scandalisés par ce qu'ils avaient cru comprendre. Eux, ce sont des agents un peu spéciaux envoyés par Clearstream. Leur boulot, nous enregistrer. Par contre, André Lucid, le PDG, malgré les sollicitations répétées de la mission et ses promesses, refusera de se déplacer. Clearstream a été sérieusement mise en cause à nouveau aujourd'hui. Vous représentez la société? Je représente la société, mais je ne suis pas son porte-parole. À Luxembourg, contraint et forcé, on annonce timidement le début d'une enquête. C'est déjà historique, car Clearstream est considéré ici comme une fierté nationale, le fleuron de la place bancaire.
Ernest Bacchus et moi sommes entendus comme témoins. Nous leur remettons nos documents, en particulier des listes de comptes et des microfiches. Nous avons pu ouvrir, comme toujours, en toute indépendance. Et je ne crains aucune pression. Cela ne se conçoit pas ici à Luxembourg. L'homme au téléphone portable musical, c'est Carlos Zayon, un ancien avocat. Il est à Luxembourg le magistrat chargé de la justice financière et de la lutte anti-blanchiment. Autant dire, mission impossible. À supposer qu'il n'y ait pas de classement sans suite, la justice fera son travail. Bien sûr, ce serait une affaire extrêmement complexe où la justice arriverait certainement à ses limites. Le Luxembourg, évidemment, n'a aucun intérêt à ce qu'on soit vu de l'extérieur comme ceux qui aident la grande criminalité à blanchir ses fonds. Certains de nos témoins prennent contact avec lui. Parmi eux, l'ancien informaticien de Clearstream. J'ai bâti CNL avec, de A à Z. Je sais ce qui s'est passé là. Il y a des bonnes choses qui sont passées, des mauvaises choses qui sont passées. Aujourd'hui, je suis calme, il n'y a aucune rancune, rien. Comme il s'y était engagé, Régis Semple sort de l'ombre pour témoigner devant la justice de son pays. Je ne suis plus sous pression de qui que ce soit. Alors, je peux parler. Ce qu'il a à dire est tout simplement explosif. Pour la première fois, un informaticien, un témoin de l'intérieur, va lever le voile sur les coulisses et les dérives d'une multinationale de la finance. C'est les banques, le Clearstream, c'est les banques. C'est les banques, mais c'est aussi, ils sont aussi protégés par les politiques au Luxembourg. Ah ouais, ça oui. Ça c'est vraiment, c'est une vache sacrée, ça c'est normal. Ça c'est normal. Alors on s'attaque à tout ce petit monde. Régis Semple a été jusqu'en 1992 responsable d'un service de programmeur informatique. On l'a même élevé au grade de vice-président de la firme. Il raconte aux enquêteurs ce qu'il nous avait expliqué, à savoir qu'il effaçait les traces informatiques de certaines transactions. Non, on faisait des exceptions pour des comptes. Et il s'était matérialisé comment, ces exceptions? C'était le langage programmeur, je suis programmeur aussi, c'était dans le langage programmeur. C'était si ce compte-là, maintenant, si le compte vient, vous ne faites pas ce traitement A, B, C et D, vous allez tout de suite à la fin. Pressé par le travail de la mission parlementaire française et par ce témoignage capital, l'autorité politique luxembourgeoise autorise finalement l'ouverture d'une information pour blanchiment, escroquerie, faux et usage de faux et faux bilan. Première conséquence, à la surprise générale des milieux financiers, André Lucie et ses principaux cadres doivent quitter le navire Clearstream. Subitement, la pression change de camp. Les journaux qui nous attaquaient reprennent nos informations. Un nouveau PDG est nommé provisoirement. C'est un ancien administrateur de la firme qui dirigeait la Banque internationale à Luxembourg. There was really serious damage caused by these allegations to Clearstream reputation, and we will pursue these actions in order to restore our reputation. Même à supposer qu'André Lucie soit totalement blanchi dans les 6 mois, dans l'année à venir, vous n'allez quand même pas repartir. Donc, de fait, il a perdu sa place. Ça, je n'ai pas de commentaire, je dirais, à faire à ce niveau-là. Je pense que ça, ce sont des décisions qui... Grâce à nous, le provisoire va durer. Nous cherchons à entrer en contact avec lui. Il refuse. Les PDG se croisent, les affaires continuent. Au niveau de la société, très heureux que cette première... Nous sommes invités au Parlement européen de Strasbourg, où des députés anglais, belges et français essaient de lancer eux aussi une commission d'enquête. Nous y expliquons à nouveau la teneur de nos révélations. 2 députés luxembourgeoises, qui ont pris place dans l'hémicycle, réagissent au nom de l'honneur bafoué de leur pays. Monsieur Robert a mis en cause de façon générale les hommes politiques luxembourgeois. Vous comprendrez que nous réagissions à ce genre... Derrière elle, toujours présents et silencieux, les émissaires de Clearstream. Moi, je ne voudrais pas dire plus parce qu'il y a des affaires qui sont en instance de divorce. Et les hommes de justice, l'instance de justice, et je dois vous dire
et je dirais ça à mes collègues députés qui ont cru devoir faire ce numéro ici au Parlement européen, qu'ils auraient mieux fait de s'abstenir. Et dans l'affaire qu'elle a soulevée, donc dans l'affaire... Merci pour cette intervention. Non, non, je ne peux pas traduire. Parmi les magistrats non luxembourgeois, on commence à réagir. Des juges français et étrangers publient une tribune dans le journal Le Monde. Dans un premier temps, cette stratégie de l'autruche des milieux financiers a pu laisser croire que Révélation n'avait été qu'un coup d'épée dans l'eau. Il nous apparaît au contraire que son histoire commence à peine. Si la transaction vient, le programme détecte la transaction. Régis Hempel, notre informaticien, lui continue à nous aider à comprendre le fonctionnement trouble de Clearstream. On crée le programme, on dit il ne faut pas l'imprimer, il faut simplement modifier les fichiers et il faut garder. Il nous parle en particulier de fausses pannes informatiques provoquées assez régulièrement. Pendant cette période, nous n'avons pas cessé de le voir. Si ce que dit Régis est vrai, en cas d'enquête, impossible de remonter une filière entre un acheteur et un vendeur, entre le cash et les titres. Il redit avec moult détails très techniques comment une partie de son travail consistait à effacer les traces de certaines transactions opérées entre des clients de Clearstream, des clients initiés. J'ai avoué ça. Parce que c'est trop loin, on ne peut rien le faire. J'ai avoué que j'ai fait. Le lendemain de cet entretien, soit 108 jours après la sortie de nos révélations, le juge d'instruction luxembourgeois chargé de l'enquête, guidé par Régis Hempel, mène une très courte et très attendue perquisition chez Clearstream. Régis s'assoit dans le bureau d'André Lucie, donne ses consignes aux informaticiens de la firme. Il réexplique aux policiers comment il effaçait certaines transactions. Mais cette perquisition arrive beaucoup trop tard. Personne n'a vraiment envie d'entendre ce qu'il dénonce. Moi j'ai avoué ça. Moi j'ai avoué que j'ai fait ça. Et quand tu le faisais, tu le savais que tu faisais un truc qui n'était pas clair ou... Oui. J'ai avoué ça aussi. Je leur ai donné tous les numéros de programme, tous les noms de programme, tout ce qui servait à ça. Je leur ai donné. Tous les programmeurs ont dit, oh oui, on a assez servi de ces programmes, mais pas pour ça. Pour ça. Parce que ça, c'est ils m'ont pris mon campin. Les pressions sur lui et sa famille vont commencer. Interdiction formelle de nous parler. Une vingtaine de visites des policiers à son domicile, toujours très tôt le matin. Des fouilles. Tous ses documents et ses ordinateurs sont confisqués. Chez moi, ils étaient de la cave jusqu'au grenier, dans tous les trucs, partout. Mais partout. Partout. Dans le linge de ma femme, ils ont touillé là-dedans. 21 jours après la perquisition chez Clearstream, Carlos Zayen, le procureur dirigeant l'enquête, rédige un étrange communiqué. Les dites recherches n'ont permis de constater ni le scénario de manipulation systématique décrit par le témoin H, ni la non-intégration de comptes dans la comptabilité. L'enquête continuera sur des faits isolés et non susceptibles de recevoir la qualification pénale de blanchiment. Le système, ils savent très bien que ça fonctionne. Celui qui conteste comme ça, il n'y a jamais personne qui a contesté. C'est vrai ça. Que le système, était là pour ça. Ça y est. Moi, pour un truc où quelqu'un conteste ça, tu ne trouveras pas. Ça, mais dit, on n'a jamais utilisé. C'est comme si tu avais une machine à laver, Miele, la meilleure du monde, tu l'as, et tu laves à la main à côté, tu ne l'utiliseras jamais. Hein? Bref, l'instruction luxembourgeoise est trop vite bloquée. Le dossier et le témoin H enterrés. Les vacances et le communiqué du procureur tombent à pic. Les banquiers utilisant Clearstream peuvent à nouveau souffler. Du côté de chez Daewoo, par contre, l'ambiance est à la morosité. Les ouvriers et les syndicalistes n'ont plus d'interlocuteurs. L'usine de téléviseurs est gérée depuis Séoul ou depuis Londres par des banquiers. On prépare des délocalisations et des plans sociaux. Le schéma est archi classique. C'est extrêmement compliqué et aujourd'hui, sur l'affaire Daewoo,
personne n'est capable de faire réellement la transparence sur ce qui s'est passé et la situation sur laquelle on est aujourd'hui et sur la stratégie réelle de Daewoo. Alors, sachant que Daewoo, c'est Daewoo électronique, c'est Daewoo automobile, c'est Daewoo mécanique, qu'il n'y a plus à Daewoo, il y en a plusieurs. Mais derrière, sans doute qu'il y a un réseau bancaire qui est le même. C'est à peu près à cette période qu'un curieux document arrive jusqu'à nous. Il vient de la Chambre de commerce de Prague et montre que parmi les actionnaires de Daewoo en Tchéquie, aux surprises, on retrouve Clearstream. Nous écrivons à André Rollins, le nouveau PDG, pour lui demander des explications. Mais que vient faire une multinationale de la finance à hauteur de 10,26% dans une filiale de Daewoo? Le PDG de Clearstream nous répond. Nous avons déjà constaté que des banques nationales rapportent des participations dans des sociétés cotées en apparence détenues par Clearstream Banking, sans toutefois préciser que Clearstream Banking détient ses participations exclusivement pour compte de ses clients. Une formule alambiquée pour dire que Clearstream sert en réalité de prête-nom pour certains de ses clients. Mais lesquels? Il faut bien comprendre que quand une société échappe au contrôle de ses dirigeants et de ses actionnaires, tout est possible. Lui, c'est Bernard Monod. Il a été le directeur général de la filiale française d'une importante banque suisse. Le système l'a éjecté voici 5 ans, car il refusait de cautionner une grosse affaire de blanchiment. Le simple fait que Daewoo ne mette plus comme priorité le fait d'avoir un produit, un marché, des outils, un capital homme, un savoir-faire et autres, mais que les priorités, ça soit désormais de spéculer sur une monnaie, de spéculer sur des titres, d'acheter de l'Enron ou autre, ben, c'est plus la même société. Ça, oui, ça c'est direct, hein, c'est direct. Quand on passe de la logique industrielle à la logique financière, il se passe des choses. Là, en faisant un dossier plus ou moins bidon, je vais obtenir des subventions. Et je sais à l'avance que je vais sacrifier mes employés. Mais ce que je veux, c'est pas créer des emplois, c'est des subventions. Lui, c'est un ancien responsable d'agence d'une importante banque française. Il a essentiellement travaillé à l'étranger, en Asie et au Moyen-Orient. Il est très au courant de la mécanique financière et de ses détours. Après avoir hésité, il nous a demandé de ne plus apparaître dans ce film. Raison invoquée, des menaces persistantes sur sa famille. Pourquoi on crée des usines? On crée des usines pour aller voir un banquier avec une activité apparemment visible, avec, dans l'idée... Que ça ne va pas être ça l'essentiel. Avec dans l'idée de faire du produit financier. Une fois que le produit financier marche bien, on sacrifie l'ouvrier. L'ouvrier est utilisé. Mettons-nous à la place d'un investisseur, entre une usine de télévision qui rapporte 2, 3 ou 4% par an et qui nécessite de toujours réinvestir, et un placement en bourse qui en promet 3 ou 4 fois plus. Le choix apparaît simple. Quand quelqu'un m'écrit en me disant « Monsieur, vous verrez qu'au bilan, nous avons des titres », mais que c'est des titres, en réalité, ce ne sont pas les miens. C'est pour compte d'eux. C'est pour compte d'eux. Je dis « Attendez, monsieur, c'est quand même grave ce que vous me dites, parce que si vous ne me garantissez pas d'un contrôle très minutieux de l'ayant droit, de ce que vous faites, de la l'ayant réelle, droit, ça veut dire que peut-être il y a un risque de blanchiment. Parce que ce titre que vous gardez pour compte d'autrui, si on ne peut pas savoir qui c'est grave, ça peut être la mafia. Je ne dis pas que c'est la mafia, mais ça peut l'être. Et moi, ça m'interpelle. Quand une société ou un secteur entier passe sous le contrôle des financiers, il est mort. Parce qu'ils vont faire de la finance. C'est-à-dire qu'ils vont plus... je comprends. Mais ils vont fermer une usine, même si elle est rentable. Ils vont fermer une usine parce que c'est beaucoup plus intéressant d'acheter des titres que d'acheter des machines. Plutôt que de développer ses téléviseurs et ses micro-ondes, le but des financiers qui dirigent Daewoo est de spéculer. On est au cœur du problème. L'argent qui n'est pas réinvesti dans l'outil de travail, la modernisation des usines ou la quête de nouveaux marchés s'échappe grâce à des outils aussi performants que Clearstream, sûrs et tellement discrets. Leur vraie peur n'est pas que le système s'arrête, ils sont convaincus que le système va monter au ciel. Que l'écrasement des uns par les autres va continuer de façon illimitée et exponentielle. Bon, folie ou pas humaine ou pas folie humaine, mais leur problème, c'est de le faire secrètement. Dès lors que c'est public, ils ne peuvent plus. Le jour où
les gens font la relation directe entre leur situation précaire et la finance internationale, ce jour-là, la finance internationale ne fait plus le poids, n'est plus crédible. Et puis il y a eu le 11 septembre. Dans un grand élan médiatique, tout le monde reparle des paradis fiscaux et de la lutte contre les réseaux de blanchiment. Comme si la situation d'opacité des circuits financiers internationaux était une découverte. On reparle de nos révélations. Des journalistes nous appellent pour demander de vérifier si tel ou tel compte apparaît dans nos listes. Dans nos listes de clients discrets de Clearstream, on retrouve près d'une vingtaine de banques citées dans des rapports d'enquête américains ou français, comme ayant pu participer au financement des réseaux terroristes. On trouve par exemple l'Arab Asian Bank, qui dispose d'un seul compte géré depuis Bahreïn, ou le Crédit Libanais de Beyrouth, la Yatrim Bank, une banque turque citée dans le rapport de la DST comme appartenant à un proche de Ben Laden. Il y a aussi la BSI, Banca della Svizzera Italiana, sous l'intitulé de BSI Overseas Limited, compte numéroté 14117. Il est géré depuis Nassau, aux Bahamas. BSI n'est pas à l'époque, au début des années 90, un acteur financier principal du financement du terrorisme. C'est une devanture, c'est une raison sociale qui, je le répète, qui domicilie d'autres structures financières qui, elles, sont directement impliquées dans des montages financiers débouchant sur, justement, les finances de factions islamistes radicales. On a trouvé aussi la Banque arabe internationale d'investissement, 2 comptes à Clearstream. Un de ses administrateurs a été inculpé en Allemagne pour blanchiment et escroquerie. Son président siégeait au conseil de la BCCI, encore un client sacrément douteux, mais historique de Clearstream. La BCCI, c'est la plus grande faillite bancaire du siècle. On l'appelait dans les milieux financiers la banque du crime et de la corruption. On a compris après le 11 septembre que si réellement on se donnait les moyens de travailler et d'enquêter sérieusement sur le financement du terrorisme international, on mettait en péril, en danger, je dirais, l'équilibre même de la cohérence même de l'ensemble du fonctionnement de la finance internationale, de ces grandes places comme Wall Street et la City londonienne et de tous ces satellites absolument essentiels en termes de circulation et de réservoirs et de dissimulation que sont les places offshore et les paradis fiscaux. Voilà ce que disait l'écrivain polonais Richard Kapuscinski dans un article de Courrier International. Je les connais, ces gens-là. Rivunion, c'est pas une banque, c'est une société suisse qui servait à Sirven pour se faire payer. Il a utilisé Rivunion pour payer les commissions à Christine de Liégeancourt. En dehors de la banque noire du groupe Elf, des surprises par dizaines nous attendent dans les comptes de Clearstream. Moi, je me souviens un jour, devant l'inspecteur de la société, il y a un type qui représentait le gang des bambous qui arrive, et il arrive avec plusieurs centaines de millions de dollars. On se renseigne, c'était l'argent de Marcos. Et il nous a demandé expressément, il nous a même dit qu'on pourrait garder les fonds pendant une semaine sans les rémunérer. Il nous a demandé expressément de les transformer au Luxembourg pour qu'on puisse lui acheter des titres, donc qui seraient conservés par la chambre de compensation de Clearstream, qui s'appelait CEDEL à l'époque. Quand la CEDEL ouvre des comptes à BCCI alors que tout le monde va en prison à la BCCI, on ne peut pas dire qu'il y ait un comité de crédit tellement vigilant. Souvenons-nous de ce que disait son PDG. Nous n'acceptons pas tout le monde comme client. Donc il faut avoir des banques qui sont bien situées, qui ont une bonne renommée, qui ont un bon rating. On trouve aussi des comptes français qui défraient la chronique, comme ceux de la société d'assurance Pan-Eurolife, une énorme affaire d'évasion fiscale instruite à Paris, dans laquelle près d'1 milliard de francs ont été blanchis. Affaire en cours.
Pas mal d'affaires en cours pourraient peut-être trouver une solution si les juges ou les policiers financiers appréhendaient un peu mieux cette matière, les circuits internationaux de la compensation financière. Il y a d'autres d'ailleurs, il y a d'autres types de manipulation du fait que la chambre de compensation est un tiers. Jean de Maillard est un des meilleurs spécialistes de ces questions. Mais dans le cas de Clearstream, ce qui est important, c'est que ça va toujours jouer sur des opérations considérables. Parce qu'on ne compense pas des titres pour 100 000 francs. Je veux dire, on va compenser des titres sur des millions de dollars ou plus. Donc on est là dans de grandes affaires. Mais le problème n'est pas d'une nature différente avec d'autres chambres de compensation, il est simplement d'une échelle différente à ce niveau-là, c'est-à-dire que là on touche vraiment à l'hyper-corruption mondiale, aux hyper-affaires, aux affaires les plus importantes à travers Clearstream. Le 23 septembre, l'association Transparency International, qui, comme son nom l'indique, milite pour la transparence internationale et la lutte contre la corruption, nous invite à une conférence de Jean-Claude Trichet, le gouverneur de la Banque de France, sur le blanchiment. C'est une aubaine pour le film que nous préparons. Jean-Claude Trichet est intéressant car il est le premier banquier du pays. À la tête de la Banque de France, il est le premier contrôleur et le garant de l'honnêteté des banquiers français. À ses côtés, le président de Transparence Internationale France. Au niveau de la commission bancaire, nous faisons de la prévention du blanchiment une de nos priorités. Je les préviens que nous viendrons avec une caméra. On m'y autorise par fax. Mais Jean-Claude Trichet ne l'entend pas de cette oreille. Il faut que je vérifie que ce que je crois bien, c'est-à-dire que nous sommes off the record, que nous sommes dans une réunion en quelque sorte organisée sous votre égide, mais qui n'est pas publique. Alors elle n'est pas publique. Une caméra est venue, nous en parlerons tout à l'heure, je ne l'attendais pas, je ne lui ai pas interdit d'être là, mais nous fixerons ensemble en sortant, si vous voulez, le rouge qu'on lui fait. Je préférerais qu'on fixe ça pour tout dire. Elle n'est pas de journaliste, mais enfin, arrêtons, si vous voulez, tout enregistrement pour que nous puissions continuer le débat. Oui, mais il faut que M. Robert s'engage aussi. Non. Jean-Claude Trichet n'aime pas mes questions. Il n'aime pas les questions en général. Non, mais M. Robert, est-ce que vous êtes journaliste ou pas? Non, mais il n'y a pas de piège, il y a simplement la découverte, a posteriori. Mais on est d'accord qu'à partir de maintenant, je ne suis pas, non seulement je ne suis pas enregistré, mais je ne suis pas mentionnable on record. Je réussis quand même à lui en poser 2 ou 3, off the record bien entendu. Je lui parle de Clearstream, il me fait savoir que c'est un problème luxembourgeois. Je lui indique que nous avons découvert des filiales de banques françaises ouvertes dans des paradis fiscaux par dizaines chez Clearstream. Il me répond que ce n'est pas parce qu'on a un compte dans un paradis fiscal que forcément la transaction est illégale. Les banquiers français peuvent continuer à nous promettre qu'ils ne trichent pas à l'intérieur de nos frontières, s'ils font leurs petites affaires ailleurs. Cela fait pourtant un drôle d'effet de retrouver des comptes de ces banques très honorables, et même de la Banque de France, dans ces eaux troubles. Vous me posez une question et je vous réponds en background. Et à partir de maintenant, franchement, je crois que la réunion n'a pas grande utilité si je suis ici comme si j'étais à Europe numéro 1. Franchement, aucune utilité. Dans ce cas, écoutez-moi à Europe numéro 1 et à Luxembourg. Comment ces banquiers français peuvent-ils justifier la présence de tous ces comptes ouverts dans ces paradis fiscaux? On s'habitue à ces discours ternes et ennuyeux. Que nous dit Jean-Claude Trichet? Finalement rien. Personne ne semble contrôler la situation, et surtout pas le gouverneur de la Banque de France. Le système financier international s'est construit au-dessus des États. Personne ne veut y toucher. Tout est tellement imbriqué. Reconnaître une once de vérité à nos révélations, à ce que dit par exemple Régis Semple, à ce que recèlent nos listes, et le système entier pourrait vaciller. Circuler, il n'y a rien à voir. Ce n'est pas la mission de la Banque de France de lutter contre la criminalité financière. Mais alors là, Et il sait parfaitement que si ce n'est pas la Banque de France, si ce n'est pas la commission bancaire, c'est personne. Donc c'est vraiment de la langue de bois. Les organes de contrôle eux-mêmes ont des comptes dans les chambres de compensation. Et ces organes de contrôle, en France, la commission bancaire et autres, jusqu'à preuve du contraire, ne rendent de compte à personne, qu'à eux-mêmes. Ces comptes de toutes nos grandes banques sont là pour masquer
aux yeux des ministres des Finances de tous nos pays, une bonne partie de pactoles cachés sous ces comptes-là et qui sont soustraits à la fiscalité des pays respectifs de ces grandes banques européennes. Donc tous nos pays sont concernés. Et nous tous, en petits contribuables, nous sommes concernés parce que ça nous fait comprendre enfin pourquoi à longueur d'année, tous nos ministres des Finances sont amenés à nous demander des rajouts, soit sur le tabac, sur l'essence ou je ne sais quoi. Le 27 septembre, fatigué par les pressions exercées sur lui, Régis Semple décide de se libérer et de parler devant la mission parlementaire française. Les députés l'écoutent médusés. Vous considérez que l'enquête luxembourgeoise est sujette à discrédit? Réponse d'Empel, absolument. Ils ont essayé de me discréditer. Quand j'ai commencé à trouver des trucs, c'était fini. Plus loin. On compilait le programme le matin. Si telle transaction vient, tu fais ceci ou cela. Ensuite, quand tout était fini, on remettait l'ancien programme et on enlevait l'exception. C'était ni vu ni connu. Question de payant. Qui transmettait l'ordre? Réponse d'Empel. Cela venait toujours de ceux qui étaient en contact avec les clients. Plus loin encore. Nous ne regardions pas s'il s'agissait de 100 millions de dollars ou de 50 millions. À un moment, on perd la notion des millions de dollars. On était complètement pervertis par le système. Hein. On s'en foutait. Les chiffres, ça nous faisait ni chaud ni froid. Le même jour, au même moment, comme pour répondre à la provocation du témoignage d'Empel à l'Assemblée, des policiers luxembourgeois perquisitionnent la maison d'Ernest Bacchus. Ernest a été prévenu de cette perquisition. Il n'a plus aucune confiance en la justice de son pays et nous demande, en attendant des jours meilleurs et une instruction plus sérieuse, de mettre ces documents en lieu sûr. Les policiers interviennent dans le cadre d'une plainte déposée 6 mois plus tôt par André Lucie, l'ex-PDG de Clearstream, contre nous pour violation du secret bancaire et vol de documents. Pourquoi réactiver cette plainte ce jour-là précisément, sinon pour nous envoyer un signe, en particulier à Ernest Bacchus? Assez joué, monsieur Bacchus, ou cela pourrait mal finir. Quelques semaines après, Ernest Bacchus est hospitalisé d'urgence pour un quadruple pontage coronarien. Ses artères ont mal supporté la pression. Cela ne semble pas émouvoir Lucien Thiel, le porte-parole des banquiers. Au contraire. Celui-ci, avec un incroyable culot, explique aux journalistes qu'il interviewe qu'il vient de croiser Ernest Bacchus alors que ce dernier se trouve cloué sur un lit d'hôpital à 300 km de là. La place du Luxembourg a été un petit peu placée sur le feu de l'actualité. Un livre a jeté un petit peu l'anathème là-dessus. Et vous voyez à quoi je viens de croiser l'auteur. Il a mauvaise mine, hein? Ernest Bacchus? Ah oui. Donc il est malade. Il est ici à Luxembourg? Oui, je viens de le croiser. Ah oui. Ah bon. Il a pas l'air en point. D'ailleurs, il a déjà, son procès a dû être postposé à 2 reprises pour cause de maladie. Mais il a cherché. Oui, c'est un peu son problème. Mais les mirages continuent. Vous connaissiez Bacchus parce que visiblement c'était quelqu'un qui était dans le secteur bancaire, qui avait... Non, il était là une fois avec M. Robert. Ils sont venus me voir il y a 2 ans, je crois, parce que Denis Robert a dit je vais faire un article sur la place financière. M. Bacchus s'est présenté comme étant son ami, conseiller aux relations luxembourgeoises. Et on a parlé pendant 1 heure au moins, et puis à la fin, Denis Robert me pose la question, qu'est-ce que vous pensez de Clearstream? À l'époque, c'était un considéré. De ma vie, je n'ai jamais rencontré Lucien Thiel, jamais. Oui, d'expliquer comment ça fonctionne, etc. Oui, mais est-ce que vous croyez que c'est pas un peu louche ce qu'ils font? Comment ça fait? Quand la place financière est attaquée, elle envoie ses écrans de fumée, ses magistrats aux ordres et ses petits soldats. Leur but, gagner du temps, noyer le poisson et le poison. C'est la méthode luxembourgeoise. Surtout ne pas aller à l'essentiel.
Ah, je dis, mais ça c'est intéressant, mais alors il faudrait me raconter. Ça, je vais le faire un jour, il me dit. Comme ça, ils sont partis. Je ne savais même pas qu'ils travaillaient sur le livre. Payon et Montebourg se rendent une dernière fois à Luxembourg pour rencontrer la hiérarchie judiciaire. Monsieur Biver, ça va bien, ça va bien. Lui, c'est Robert Biver, le procureur général. Et derrière, on reconnaît Carlos Dayan. Nous retrouvons Vincent Payon juste après. Alors, le sentiment que nous avons eu, c'est qu'il y a beaucoup d'incohérences, parce que nous avons d'un côté les informations dont nous disposons, des témoins, et en tout cas au moins un, qui mettent en évidence un système de dissimulation et d'effacement de preuves à l'intérieur de cette chambre de compensation. Et puis en face, un appareil judiciaire qui, après avoir utilisé lui-même ce témoin, semble aujourd'hui vouloir le discréditer, alors que ce témoin avait coopéré avec eux. 2 mois plus tard, soit près d'1 an après la sortie de nos révélations, la mission rend son rapport. Nous n'avons pas eu les moyens, bien entendu, mais il semblerait que les autorités judiciaires luxembourgeoises non plus, d'aller vérifier comme il faudrait qu'il soit fait à l'intérieur de ces directions. On n'a pas affaire à une place, une place offshore. On a affaire à un pays membre de l'Union européenne qui a des dispositifs qui permettent de pratiquer à grande échelle le blanchiment de l'argent sale. Et je crois qu'il sera temps maintenant que le Luxembourg prenne la mesure de la critique internationale qui monte, qui gonfle, de la colère des magistrats, des combattants internationaux de la lutte contre le blanchiment. À bon entendeur, salut. Luc Frieden est le numéro 2 du gouvernement luxembourgeois. C'est le ministre de la Justice et du Trésor. L'ambiance est tendue. Il n'y a pas de cons anonymes à Luxembourg, malgré le fait que je lis cela régulièrement. Les banques. Mais Luxembourg n'est pas un paradis bancaire, puisqu'il y a des règles très strictes sur l'accès à l'activité bancaire, il y a des règles très strictes sur le contrôle de l'activité bancaire. Les microfiches qu'on a voulu leur donner, tous ces éléments de preuve. J'essaie de le brancher sur nos documents. Je lui redis que je les tiens à sa disposition. Il ne semble pas vraiment intéressé. Moi, je n'instruis pas. Je suis ministre et pas un juge d'instruction. Vous demandez à... monsieur. Les réactions ne vont pas tarder. Le Premier ministre luxembourgeois se montrera plus qu'irrité et enverra un message diplomatique. Enfin, pas trop. Il existe un projet de loi au Luxembourg pour interdire aux banques luxembourgeoises de financer les ventes d'armes. Je souhaite que la France s'en inspire rapidement, a encore déclaré M. Juncker. À bon entendeur, salut, comme dirait Montebourg. Et c'est pour moi une grande joie de vous élever à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. 3 semaines après la remise du rapport de Payon et Montebourg, Jacques Chirac, en présence de Laurent Fabius et d'Alain Juppé, comme pour s'excuser de l'outrage, remet la Légion d'honneur à Jean-Claude Juncker, le Premier ministre luxembourgeois. Merci beaucoup pour m'avoir élevé à la dignité de grand officier de la Légion d'honneur. À cette cérémonie, il y avait aussi Gérard Longuet. Tiens, des retrouvailles. Gérard Longuet, président de la région Lorraine, est celui qui a fait venir Daewoo en Lorraine et qui les a aidés à obtenir près de 300 millions de francs d'aide publique. Rien de mal à ça. Mieux vaut entretenir des ouvriers que des chômeurs. C'est moins cher. C'est le système. L'époque, la victoire des financiers sur les politiques, des spéculateurs sur les entrepreneurs, des paradis fiscaux sur les services fiscaux. À Luxembourg, l'enquête est au point mort.
Comment pourrait-il en être autrement? Malgré nos documents, nos témoins, nos témoignages, rien ne se passe. De curieuses affaires semblent rattraper le procureur Carlos Zayan. Un juge français veut l'entendre dans le cadre d'une enquête sur un vaste trafic d'œuvres d'art. Juste avant sa prise de fonction comme magistrat chargé de la lutte anti-blanchiment, Carlos Zayan a été à la tête d'une société civile immobilière appartenant en fait à un escroc, lourdement condamné en France. La société en question possède au moins 2 luxueuses villas sur la Côte d'Azur qui ont pu être achetées avec des fonds douteux. Une enquête est en cours. On retrouve d'ailleurs en été 2001 son nom sur la sonnette d'une des villas. Carlos Zayan se défend, indiquant qu'il ne connaissait pas les activités de cet escroc. En décembre 2002, il nous a écrit qu'il avait été en quelque sorte abusé par une banque luxembourgeoise lui ayant demandé de servir d'administrateur. Voilà l'homme qui a décrété qu'il n'y avait pas lieu de rechercher du blanchiment chez Clearstream. On avance doucement, mais sûrement. Hein, on ne va pas brusquer, on va y aller doucement, mais que ce soit bien réfléchi. La date de fermeture pourrait être prévue le 6 décembre. Mais elle a le souhait, par contre, avec l'accord bien sûr du CE, de fermer peut-être avant. Mais il nous laissait quand même le choix. Daewoo commence à envisager la fermeture de ses usines en Lorraine. D'abord celle des micro-ondes à Villers-la-Montagne. On est extrêmement conscient de la puissance de nos adversaires. On sait que ce sont des consortiums bancaires énormes et pour lesquels une société comme celle de Villiers ou de Famec, c'est peu de choses. On sait qu'ils ont à leur disposition de véritables mercenaires qui sont envoyés dans les entreprises pour faire le sale boulot. Il y en a qui sont là pour installer, d'autres pour produire, puis d'autres ensuite pour fermer, qui n'ont aucun état d'âme, qui doivent obtenir les fermetures au plus bas coût possible. Et donc on a en face de nous des gens qui ont à la fois un certain pouvoir local, mais qui sont d'abord des mercenaires des grands groupes bancaires internationaux. Le travail des hommes produit des richesses. Ensuite, ces richesses s'évadent. Et les hommes doivent travailler pour fabriquer de nouvelles richesses, de nouvelles télés, de nouveaux micro-ondes. C'est l'histoire des usines Daewoo en Lorraine. On vient ponctionner des subventions, on occupe 1 millier de salariés pendant 7 ans, et puis on se tire. On a demandé à ce que l'argent sur la prime légale et la supralégale soit bloqué en banque. Clearstream, remboursé, Clearstream. Les spéculateurs spéculent en temps quasi réel. Les limites du système sont toujours reculées. À force de spéculer, et de spéculer de plus en plus vite et de plus en plus fort, il adviendra un jour où il n'y aura plus rien à vendre, sinon du vent, ou de la monnaie de singe, comme en Argentine. Daewoo et l'Argentine, quel rapport? Le rapport, c'est l'absence de contrôle. On laisse filer des situations impossibles, des situations qu'avec un minimum de connaissance des milieux financiers, un minimum de prospective, on pourrait contrôler. Le on, ce sont les politiques, les journalistes aussi. La dette argentine s'explique d'abord par une très forte évasion de capital. N'aurait-on pas dû contrôler davantage les échanges financiers argentins? L'Argentine est en dépôt de bilan, comme une vulgaire multinationale. Plus de salaire payé, plus rien à manger, des émeutes, un effondrement. Par exemple, selon nos listes, 558 comptes appartenant à des banques ou à des sociétés argentines ont été ouverts chez Clearstream pour transférer des valeurs à l'étranger. Tout pays confondu, l'Argentine était en 2001 le 8e meilleur client de Clearstream. C'est d'ailleurs la multinationale luxembourgeoise qui a communiqué au nom des banques au début de la crise argentine pour la minimiser. Ils deviennent communicants parce que, isolément ou collectivement, les banquiers n'ont pas envie de communiquer sur la dette argentine, puisque la dette argentine, c'est une dette privée qui a été transférée aux pauvres. C'est une dette privée de riches qui, en accord avec le Fonds monétaire, a été transférée aux Argentins de base. Et comment vous analysez alors cette dépêche? Eh bien, parce que Clearstream prend les devants sur une éventuelle accusation par la société civile d'avoir favorisé
d'avoir favorisé l'évasion, pas fiscale, une évasion toute court des capitaux. La dette de l'Argentine était infernale, et Clearstream n'est pas responsable. À Clearstream, par où passent les ordres de virement ou de transfert, personne n'est chargé de dire stop. Tout le monde est payé pour dire encore. L'Argentine, c'est un cas d'école. Il y a 135 milliards de dettes de l'Argentine, et il y a eu 150 milliards qui sont sortis d'Argentine. Point. Ils ont dans leur coffre le papier valeur dont parlait Lucie, de toute l'évasion monétaire de l'Argentine. C'est-à-dire que Clearstream, ils peuvent payer, ils ont les titres. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient payer. Ils ont tout de suite payé. Mais c'est grave, parce que Clearstream l'a blanchi. Blanchi les dérives monétaires d'un pays. Tu parlais des ouvriers que l'on a spoliés. Mais là, c'est toute une population. C'est un pays entier. Si Clearstream, dans son bilan, finance ceci, si le Luxembourg sert à ça, et si personne ne tire la sonnette d'alarme, c'est grave. Apparemment, les organes de compensation bancaire n'ont rien à voir là-dedans. Comme ils n'ont apparemment aucune responsabilité dans la déroute des usines d'Éou en Lorraine. Pourtant, ces carrefours de la finance pourraient devenir de très intéressants outils de contrôle des activités des banques et des entreprises. Il suffirait d'y mettre quelques gendarmes indépendants. Le peuple argentin trinque. Les responsables de ce séisme, on peut dire que ce sont les dirigeants argentins. On peut aussi dire que c'est l'époque, ou le capitalisme. Pourtant là, ce n'est plus du capitalisme, c'est du vol organisé. Les affaires sont les affaires. Profitant de la nôtre, contre 2 milliards d'euros, la Deutsche Börse Clearing, l'équivalent de notre bourse, rachète officiellement aux autres banques actionnaires l'intégralité de Clearstream. Nous aurons au moins servi à ça. Au passage, André Lucie touche un gros chèque pour solde de tout compte. La justice luxembourgeoise ne l'a toujours pas entendu. Même si André Rollins reste en place, le nouveau patron de Clearstream s'appelle désormais Werner Seifert, le number one des banquiers allemands. Nous cherchons à le joindre, en vain. On cherche Clearstream à Luxembourg. Les temps changent. L'immeuble où nous avions interviewé André Lucie, l'ex-PDG, est à vendre. Que fait Clearstream? On se demande. Ils ont déménagé une partie de leurs activités dans de nouveaux immeubles près de l'aéroport. Pour ce qui est de la communication vers l'extérieur, tout se passe maintenant à Francfort. On se demande aussi où va aller la place financière luxembourgeoise. Monsieur André Rollins, patron de Clearstream. Monsieur François Tesch, patron de Foyer. Un colloque est organisé sur le sujet. Toute la cour est là. Le grand-duc, les banquiers, les politiques. On est même allé chercher 2 anciens premiers ministres, Gaston Thorn et Raymond Barre. Clearstream a toujours été perçu avec une sorte de fierté sur la place financière. Donc dans quelle mesure, pourquoi et comment la présence de Clearstream peut-elle venir contribuer au développement de la place financière? Je crois que si nous regardons l'évolution de cette aide depuis qui est devenu Clearstream, je crois que Clearstream a toujours contribué depuis plus de 30 ans maintenant à l'évolution de la place financière. Donc tout cela s'intègre dans une démarche qui vise à renforcer sa place et qui, de ce fait, a de beaux jours devant elle. De ce réconfort, parce qu'on n'en doutait pas, mais ça fait du bien. En matière d'intégration européenne, il faut de la persévérance et surtout de la patience. Et croyez-moi, monseigneur, la communauté bancaire vous est très, très reconnaissante. Toujours les mêmes discours lénifiants. Souhaitez à moi. Je vous souhaite de rester le même. Vous êtes parfait, alors pourquoi changer? Ah, c'est gentil. Merci. Monsieur l'ambassadeur. Quand même le plaisir de... Le Luxembourg, contrairement aux autres paradis fiscaux, est un membre influent de la communauté européenne. C'est un pays protégé et très protecteur pour les multinationales de la finance et pour les banquiers internationaux.
Nous avons trop laissé le soin aux banquiers de se contrôler eux-mêmes. C'est le système à faire gagner de l'argent, puis à le faire tourner de plus en plus vite, si vite qu'on ne sait plus où il file dans ce monde sans loi. Les dirigeants des grands groupes se servent des banques et de leurs filiales dans les paradis fiscaux, qui, elles-mêmes, se servent d'outils non contrôlés comme Clearstream pour faire évader des fonds. Au départ, ces fonds existent pourtant grâce au travail des hommes. Les banquiers l'ont sans doute un peu perdu de vue. Au moment où nous terminions ce film, comme pour illustrer ce propos, les banques propriétaires de Daewoo ont décidé la fermeture définitive de l'usine de téléviseurs de Famec. 3 mercenaires ont été chargés d'annoncer la nouvelle. And unfortunately, the market situation also is getting worse. Et malheureusement, la situation du marché est en train de se dégrader. So this morning, I received a phone call from the headquarters. Headquarters president decided the TV division will not supply the order from January. Donc ce matin, M. Im a reçu un coup de téléphone du président de Daewoo Electronics qui lui a signifié que la division télé ne nous donnera pas de commande pour l'année prochaine. We will produce the December order as the current production schedule. Nous allons produire décembre comme ça avait été prévu. And then from the January, we will start the production line. Et à partir de janvier, nous allons arrêter les lignes de production. Ça fait 10 ans qu'il nous ment et il faut nous mentir. Ah ouais, c'est clair. Là, les banques elles viennent, elles mettent les scellés, c'est bon, tu peux rien toucher. Là, on fait la BNP, demain ce sera qui? La Société Générale, après le Crédit Lyonnais et puis... Nous avons poursuivi l'enquête sur Clearstream. De nouveaux documents nous sont parvenus. Des fichiers d'erreurs informatiques par milliers, confirmant les thèses de Régis Semple, et une liste de comptes récente. Fin 2001, rien n'avait changé à Clearstream. Au contraire, la liste des sociétés troubles et des banques louches, utilisant le système, n'a fait que s'allonger. Notre chance a été le scandale Enron. Pour répondre à nos accusations, la multinationale n'a rien trouvé de mieux que de choisir l'auditeur le plus corrompu de la planète, Arthur Andersen, aujourd'hui liquidé suite à l'affaire Enron, la plus grosse arnaque financière du millénaire naissant. Le rapport d'audit d'Arthur Andersen sur Clearstream n'a jamais été rendu public, et pour cause. Comment aurait-il pu justifier ses clients plus que douteux et ses répétitions d'erreurs informatiques? Nous leur avons posé la question. Ils ont été jusqu'à nier l'existence de cet audit qui pourtant a été facturé 10 millions d'euros. Nous avons également écrit au juge d'instruction Ernest Niels, chargé de l'enquête, lui indiquant que nous tenions à sa disposition nos derniers documents. Le 11 décembre 2002, ce dernier nous a répondu « Je suis au regret de vous informer que je n'accéderai pas à votre demande tant que l'origine non délictueuse des documents n'est pas établie de façon claire, nette et sans équivoque. La justice luxembourgeoise veut bien instruire les plaintes en diffamation contre nous, mais il n'est pas question de mener une enquête sur Clearstream. Tout cela est clair, net et sans équivoque. »